Bien, je suis ravi d'être là cet après-midi. Je remercie le Quai pour son invitation à l'occasion de la création du Dragon de Schwartz, qui est une pièce que j'ai vue donc il y a quelques jours et que je trouvais vraiment philosophiquement très intéressante, enfin esthétiquement d'abord parfaitement réussie, et puis alors philosophiquement passionnante. Et alors à l'occasion de cette pièce, je suis chargé de venir vous parler du peuple, et plus précisément, je suis venu m'interroger avec vous sur la nature du peuple ou ce qui fait qu'un peuple est un peuple. Autrement dit, qu'est-ce qu'un peuple? Comment un peuple peut-il exister? Alors, eh bien, je prendrai comme point de départ ce que la pièce nous donne à voir. Dans la pièce de Schwartz, dans Le Dragon, un peuple est dominé par un tyran. Alors si on y regarde de plus près, on peut penser qu'un peuple est dominé par un tyran, mais est-ce qu'il s'agit vraiment d'un peuple? Parce qu'un peuple, au sens strict du terme, possède une unité. Pour qu'il y ait un peuple, il faut qu'on ait autre chose qu'une simple juxtaposition d'individus placés les uns à côté des autres de manière aléatoire. Pour qu'on ait un peuple, il nous faut autre chose qu'un simple agrégat. Un simple agrégat. Si je prends un tas de sable ne possède pas réellement d'unité. Vous voyez, un tas de sable coupé en deux, ça fait deux tas de sable. Ou un carreau de marbre coupé en deux, ça fait deux carreaux de marbre. Mais ce qui fait qu'un peuple est un peuple, c'est l'unification des êtres qui le composent. Et immédiatement, nous sommes confrontés à un véritable problème. Comment peut-on unifier des personnes humaines? Comment faire pour unifier les forces et les volontés des individus qui composent un groupe social? Comment faire pour produire un? Et là, nous touchons du doigt ce qui constitue le problème politique. Car en réalité, toutes les questions politiques se ramènent à une seule question centrale. Comment on fait pour faire un? Comment on fait pour faire un? Et ça, c'est une vraie question. Enfin, c'est une vraie question dans la mesure où c'est une question qui soulève un problème. Vous voyez, les fausses questions sont des questions qui appellent des réponses qui ne soulèvent pas de problème. Si je demande si la porte est fermée, celle qui est devant moi, il semble-t-il qu'elle l'est. Bon, donc il n'y a pas de problème. Si je demande ce qui fait qu'un peuple est un peuple, c'est autre chose. C'est autre chose parce que produire de l'unité ne va pas de soi. Et parce que la manière de produire l'unité peut être diverse. Alors, ce que je vous propose là, c'est de vous livrer quelques hypothèses. On va envisager plusieurs manières de produire de l'unité. Et on obtiendra par là même plusieurs conceptions du peuple. Si produire l'unité, c'est ceci, alors un peuple, c'est ceci. Mais si produire de l'unité, c'est cela, alors un peuple, c'est cela. Alors, je vous soumets une première hypothèse. Produire de l'unité, c'est rassembler des individus qui ont des caractères en commun. Produire de l'unité, c'est rassembler des personnes qui ont un caractère en commun. Alors, si vous le voulez bien, on va d'emblée écarter l'hypothèse biologisante qui consisterait à dire que produire de l'unité, c'est rassembler des personnes qui participent à une espèce de réalité biologique commune telle que la couleur de la peau, telle que, etc. Mais vous avez compris que là, ce que j'envisage, pour l'écarter immédiatement, c'est l'hypothèse raciste. Ce qui fait qu'un peuple est un peuple, c'est le fait d'appartenir à une seule race, comme si d'ailleurs les races existaient, puisque ça ne va pas de soi, puisque au-delà de l'apparence de la couleur de la peau, il y a bien d'autres caractères biologiques qui font qu'un corps est un corps, et que si on s'en tient à ces caractères-là, on ne voit pas bien quelle unité on va produire. Donc laissons de côté la théorie raciale, théorie qui, au XIXe siècle, trouve un certain écho malgré tout. Hein. C'est-à-dire cette idée qu'on va produire de l'unité à partir de caractères racistes ou de caractères biologiques. C'est quelque chose qui a un peu essaimé dans les esprits et on sait les dévastations que ça a pu produire au XXe siècle. Donc si on écarte cette hypothèse, mais qu'on cherche malgré tout des caractères communs. Alors il y a une autre voie qui paraît au premier abord plus pacifique, une voie qui paraît plus recevable. Les caractères communs entre les personnes qui font que ces personnes puissent constituer une unité, ces caractères sont des caractères culturels. Vous voyez, là, ce qu'on retiendrait, c'est des caractères culturels communs, c'est-à-dire une même langue, des mêmes traditions, des mêmes coutumes, une même religion. Et là, on voit les difficultés qu'on risque de rencontrer assez rapidement. Vous voyez, la culture, au premier abord, c'est plus sympathique que la nature. Quand on parle de culture, il nous semble que là, on s'écarte des théories qui sont les plus dangereuses sur le plan politique. Mais c'est pas sûr. C'est pas sûr parce que la culture, entendue comme un ensemble de traditions, comme une civilisation qui est acquise ou dont on hérite, la culture ainsi entendue, dans le fond, n'est qu'une seconde nature. Vous voyez
mettre la culture à la place de la nature, si c'est pour mettre à la place de la nature une seconde nature, à l'arrivée, ça ne change pas grand-chose à l'affaire. Alors, d'ailleurs, sur cette base-là, c'est l'idée même de peuple qu'on pourrait peut-être radicalement discuter, radicalement mettre en question. Vous voyez, là, on raisonne comme s'il suffisait de partager une même langue ou comme s'il suffisait de partager une même religion pour produire de l'unité. Celui qui défend ce partisan de cette théorie-là se dit que des caractères culturels communs, ça suffit à faire un. Voilà, on a les mêmes traditions, on a la même histoire, on a les mêmes coutumes, donc on fait un. Bon, vous avez reconnu une position nationaliste, en fait. Vous savez, dans nation, il y a nature. Hein. Le nationaliste aime la nature. Alors, il aime la nature biologique, et puis si la nature biologique fait problème, à la place de la nature, il mettra la culture comme une seconde nature. Enfin, il aime la nature. Enfin, il aime ce dont on hérite. C'est l'héritage qui l'intéresse. C'est pas autre chose. Mais adoptons un point de vue critique à l'égard de l'héritage. Et pour ce faire, il convient de se tourner vers le penseur vraiment qui critique ça de manière radicale, c'est Marx. Parce que Marx dira quoi? Enfin, ce que dit Marx, c'est que si je considère une société composée d'individus divers, même si ces individus partagent des choses en commun, ils sont divisés malgré tout par le fait qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts. Vous voyez, ce que dit Marx, c'est que dans une société, il y a des puissants et il y a des faibles. Il y a des gens qui détiennent de la richesse et puis d'autres qui n'ont rien d'autre que leur force de travail et qui doivent vendre leur force de travail pour subvenir à leurs besoins. Bon, mais ça produit une réalité sociale dans laquelle il existe des classes qui, à l'évidence, n'ont pas les mêmes intérêts. Alors, je sais bien que la lutte des classes, c'est une idée dont on dit qu'elle est morte. Enfin, autant dire que la loi de l'attraction universelle des corps a disparu. Enfin, si vous prenez des gens qui détiennent un instrument de production et des gens qui doivent subvenir à leurs besoins en louant leur force de travail, en se soumettant à l'instrument de production, à l'évidence, ils n'ont pas les mêmes intérêts. Alors, il ne s'agit pas d'en déduire que Marx a raison, c'est pas ça. Mais en tout cas, ça fait réfléchir. Il ne suffit pas de partager une même langue, de partager une même tradition, il ne suffit pas d'avoir une même origine pour faire un. Il est possible qu'on partage une même langue, une même origine, des mêmes traditions, et que pourtant nous soyons divisés très profondément. C'est possible. D'ailleurs, il est possible aussi que la volonté à tout prix d'envisager une unité qui viendrait de traditions, de coutumes, d'une langue, d'une religion, etc., peut-être aussi que ça, c'est un bon moyen de produire une apparente unité dont bénéficient très précisément les plus puissants. C'est possible. Il est possible que cette idée bizarrement très populaire puisse en réalité servir les intérêts des plus forts, des plus puissants, des plus forts socialement. En tout cas, vous m'accorderez que c'est possible. En tout cas, que l'hypothèse qu'on envisage là, d'emblée, est inquiétante. Donc, si je demande qu'est-ce qu'un peuple, et si je m'arrêtais là, j'obtiendrais une thèse très étonnante. Un peuple n'existe pas. La notion de peuple n'est rien qu'une invention qui sert les intérêts des plus puissants. Vous voyez, la notion de peuple n'est rien d'autre qu'une notion qui génère l'illusion d'une unité entre des individus qui, par ailleurs et dans le fond, sont très divisés pour une raison simple, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts. Et que surmonter les antagonismes entre ces individus, surmonter l'antagonisme lié à leur intérêt, c'est possible, peut-être. Mais ça n'est pas possible simplement en produisant une apparente unité, quelque chose qui n'est qu'un voile qu'on jette sur des rapports de force. Philosopher, par définition, c'est chercher la vérité. Ça ne veut pas dire qu'on la trouve. Un philosophe, il la cherche. Si le philosophe l'avait trouvée, ça se saurait d'abord. D'abord, ça se saurait. Et puis ensuite, s'il détenait la vérité, il ne serait plus le philosophe, mais le sage, ce qu'il cherche, et ce qu'il n'est pas, par conséquent. Mais en tous les cas, si philosopher, c'est chercher la vérité, c'est de se détourner de toutes les théories qui cachent le réel en le recouvrant d'un voile rassurant. Vous voyez, il ne suffit pas de jeter un voile rassurant sur la réalité pour avoir résolu les problèmes que l'on cherche à résoudre. Donc, si l'on se dit qu'un peuple, c'est un ensemble de personnes unifiées par des caractères culturels simplement parce que ces caractères sont hérités, peut-être que l'on jette un voile rassurant sur la réalité qui, dans le fond, nous inquiète. Peut-être que cette unité n'existe pas. D'ailleurs, peut-être même qu'elle ne peut pas exister. Alors, Marx en tire, lui, une conséquence politique. La conséquence politique qu'il en tire, c'est que, puisque le peuple n'a pas de réalité, la démocratie elle-même est problématique, puisque la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Et oui, donc il faut en tirer une conséquence dont l'histoire a montré qu'elle était elle-même très problématique.
si l'on recule devant la démocratie et qu'on substitue le pouvoir d'une classe au pouvoir du peuple, il n'est pas évident que l'on obtienne un système politique qui garantisse l'unification de la société. Alors, pour déplier cette difficulté, je vous propose de faire un détour par une figure esthétique. Vous voyez, nous ne sommes pas des dieux. Ça, il n'y a rien à faire, quoi. Ça, on aimerait bien de temps en temps, mais non. Nous sommes des êtres corporels et par conséquent, nous sommes mortels. Il faut faire avec. Ça, philosopher, c'est commencer par là. Connais-toi toi-même, dit Socrate. Donc sache que tu es un être humain et qu'en tant qu'être humain, je vais le formuler de manière un peu triviale, mais tu patauges dans la réalité corporelle et ça fait de toi un être mortel. Alors ça a une conséquence sur le plan de la pensée, c'est que pour bien penser le réel, il nous faut des mots, il nous faut des concepts, il nous faut une science, il faut essayer de ce côté-là, mais jamais nous n'accéderons à une espèce de savoir absolu qui serait le savoir qu'aurait un Dieu qui contemplerait sa création. Ça, c'est pas à notre portée. Donc il nous faut des concepts, mais pour arriver à penser l'impensable, pour arriver à dire l'indicible, pour arriver à dire ce qu'on ne peut pas encore dire parce qu'on n'a pas le savoir absolu, il est bon de recourir à des images. Vous voyez, il est bon de faire appel à un peintre. Il nous faut un scribe pour bien penser, mais il nous faut un peintre également pour pouvoir voir ce qu'on ne peut pas dire en se tournant du côté de la science. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'artistes. Parce que les artistes nous font voir ce qu'on ne peut pas dire scientifiquement. Ils montrent ce qu'on ne peut pas démontrer. Vous voyez, ils nous invitent à entretenir un rapport au réel qui éclaire le réel de manière esthétique. Esthétique ici, entendez, de manière sensible. Ça passe par le corps, quoi. S'il n'y a pas de corps, il n'y a pas d'art. Enfin, s'il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas d'art non plus. Hein. Il nous faut les deux. Hein, l'art, ce n'est pas simplement ce qui satisfait un besoin corporel. Mais l'art nous donne à contempler des formes sensibles. Et ces formes sensibles s'adressent à notre esprit. Mais c'est par le truchement de notre sensibilité que l'esprit s'en trouve affecté. Donc voilà, l'art, c'est une réalité proprement humaine. Donc là, je vous propose un détour par une forme esthétique, c'est-à-dire par une œuvre d'art, pour aborder le problème qui nous intéresse, parce que peut-être qu'une forme esthétique, là, peut être plus éclairante qu'une théorie. Le problème, donc, est le suivant. Un peuple n'est pas une foule, ça n'est pas une juxtaposition d'individus placés les uns à côté des autres. Il n'y a de peuple que lorsque l'on produit l'unité. Si l'on écarte les fadaises biologisantes, il nous reste, pour envisager l'unité pour l'instant, qu'une unification par la culture, dont on vient de voir qu'elle était problématique, puisqu'il est possible que partageant la même religion, la même langue, etc., par ailleurs, nous n'ayons pas les mêmes intérêts. Voilà. Pour l'instant, nous en sommes là. Et donc peut-être qu'on peut creuser cette veine-là en passant par cette représentation du peuple, en réalité, que nous donne à contempler Renoir dans un film absolument magnifique, qui est La Grande Illusion. La Grande Illusion de Renoir, c'est vraiment une autre mise en scène de la question du peuple. Hein, je dis une autre, parce que là, nous sommes confrontés à une magnifique mise en scène, hein, avec le dragon de Schwartz. Et chez Renoir, il y a quelque chose comme ça qui est mis en scène. Alors c'est mis en scène de manière remarquable, puisque... Alors, le film se présente ainsi, hein, nous sommes pendant la guerre de 14, un officier français est prisonnier avec d'autres soldats français, dont d'autres officiers, et il est enfermé dans une forteresse, et le directeur de cette forteresse, celui qui la dirige, est un officier allemand. Alors un officier allemand qui est aristocrate lui-même, mais qui dirige une forteresse, et qui plutôt correspond à une espèce de déchéance militaire à ses yeux, mais il dirige une forteresse parce qu'il était aviateur et qu'étant blessé, brûlé très profondément, il a continué de servir son pays en dirigeant cette prison. Et donc, il y a un officier français qui se trouve face à un officier allemand. Alors, l'officier allemand, je viens de le dire, est interprété de manière absolument magistrale par Eric Waldström, absolument magnifique. C'est l'essence, vous voyez, il incarne l'essence de l'aristocrate allemand. C'est une essence. Donc, il vous fait voir l'invisible. On voit lui qui, par ailleurs, par son histoire personnelle en tant qu'acteur, vient d'ailleurs, hein, c'est pas du tout, mais il incarne à la perfection von Stroheim. Et face à lui, c'est Pierre Freinet qui joue un officier français, mais qui lui-même est un aristocrate. Question. Un officier français, aristocrate, est-il plus proche d'un officier allemand aristocrate ou plus proche d'un officier français d'origine populaire? C'est une vraie question. Autrement dit, peut-on unifier la société comme ça? Y a-t-il pas une division très profonde de la société entre des classes sociales antagonistes, de sorte que celui qui participe à la classe dominante sera toujours plus proche d'un autre participant de la même classe, même s'il appartient à une autre nation, plus proche de cet autre que de celui qui appartient à son peuple,
mais qui n'est pas de la même origine sociale. Une vraie question. Et d'ailleurs, quand vous suivez le film, La Grande Illusion, hein, le titre du film, La Grande Illusion, hein, le peuple est-il une illusion? Eh oui. La nation est-elle une illusion? La République est-elle une illusion? La politique est-elle une illusion? D'ailleurs, les soldats dans le film qui sont mis en scène sont des jeunes gens. Alors, il y a les officiers, etc., mais il y a des jeunes gens un peu pathétiques qui sont les soldats allemands qui s'entraînent à devenir des soldats, qui jouent une espèce de rôle de soldats, mais ce ne sont que des grands adolescents qui jouent être des militaires. Et les soldats français qui vont interpréter une piécette pour divertir leurs amis là, qui sont prisonniers avec eux, ou leurs compatriotes qui sont prisonniers avec eux, reçoivent une malle. Or, dans cette malle, il n'y a que des vêtements féminins. Donc, ils vont s'habiller de manière féminine, puis ils vont jouer une pièce. C'est la grande illusion. Où sont les hommes? Où sont les femmes? Où sont les militaires? Où est le peuple? Où est l'unité? Vous voyez? Donc, c'est un film radical, magnifique, qui pose la question de manière élémentaire, c'est-à-dire qui va à l'élément premier à partir duquel toute question politique se pose. Et donc là, le film peut prendre deux directions, vous voyez, ou bien, au terme du récit qui nous est proposé, Pierre Freinet est plus proche d'Éric Wolstrohem. La thèse serait donc, il n'y a pas de peuple, c'est une illusion, c'est pas vrai, il y a des classes sociales. Et là, on comprendrait même la formule de Marx, prolétaires de tout pays, unissez-vous, parce que si unité il y a, elle ne peut être que par le bas, elle ne peut pas être par une production d'un peuple qui n'est qu'une illusion. Deuxième possibilité, malgré les classes sociales, une unification est malgré tout possible. Et à ce moment-là, il faut que dans le scénario, on voit l'officier français, Pierre Freinet, se rapprocher de l'autre officier, qui est Gabin ici, et qui interprète un personnage d'origine populaire, d'origine ouvrière. Alors la thèse du film, pour ceux qui l'ont vu, bon, l'avantage des grands films, c'est que c'est pas une série avec un dénouement à la fin. Vous voyez, on s'en fiche un peu, c'est pas un thriller, bon, c'est pas ça. Donc, pour employer, je parlais une espèce de patois médiatique, je vais pas spoiler le film, j'ai du mal à comprendre ce que ça veut dire d'ailleurs. Mais enfin, je vais le spoiler justement, parce que ça n'a aucune importance, puisque ce qui est important, c'est la mise en scène d'une thèse sous la forme d'une forme sensible esthétique. Bon, en réalité, pour ceux qui l'ont pas vu, Pierre Freinet, en fin de compte, prend le parti de Gabin, donc il va aider ses compatriotes. Et donc la thèse de Renoir, c'est que, bon, il y a une réalité du peuple. Malgré tout, il se joue quelque chose là. Et donc il va aider Gabin et d'autres militaires à s'évader. Il va le payer de sa vie. Donc il y a une réalité du peuple. Mais alors, elle est où la grande illusion ? Bon, il y a bien ces illusions que j'évoquais tout à l'heure, ces jeunes soldats allemands qui jouent à être des soldats mais qui ne sont que de grands adolescents, ces soldats français qui vont interpréter un personnage sur scène et qui se retrouvent grimés, habillés comme des femmes. D'ailleurs, c'est intéressant, ils vont même susciter peut-être le désir de leurs compatriotes. On est en 1937, donc c'est un film intéressant. Peut-être aussi que la grande illusion, c'est le fait que le film est tourné en 1937, qu'il nous parle de soldats de la guerre de 14, que chacun a encore en mémoire en 1937 ce que l'on pensait dans les tranchées. On en bave, ça va faire 1000 morts par jour, il y aura 1 500 000 morts, mais c'est la der des der. Eh oui, 1937, 2 ans après, c'est reparti. La grande illusion. C'est jamais la fin de l'histoire. Ça c'est une illusion. La fin de l'histoire, non, c'est jamais. On l'a cru, il n'y a pas si longtemps. Moi, je suis d'une génération où, finalement, allez, les années 80, et puis les années 90, la chute du mur de Berlin, puis hop, terminé. On est au bout du parcours. Voilà. Tout va bien, jusqu'au surgissement de la violence. Alors d'abord dans le monde, qui n'a jamais cessé, évidemment, mais au cœur même de nos sociétés démocratiques, sous la forme du terrorisme, ses formes diverses et variées. Dès les années 70, il existait un terrorisme qui n'avait rien de fanatique au sens religieux du terme. C'était vraiment un terrorisme matérialiste. C'était plutôt action directe, si vous voulez. Bon. Donc, on croit que c'est fini, mais c'est jamais fini. La violence réapparaît toujours à tout moment. Voyez. Donc la grande illusion, c'est la der des der. Ça c'est une illusion que de croire que la violence sera un jour bannie définitivement de l'humanité si il y a en l'homme quelque chose qui fait qu'il n'est pas divin et que par définition vivre sous le regard de l'autre, c'est toujours potentiellement dangereux. Raison pour laquelle précisément nous avons besoin d'institutions, de lois, de règles, de républiques, etc. Bon. Donc, mais vivre dans une république, c'est vivre avec la possibilité de la guerre, toujours, à tout moment. Alors, bien sûr, il y a cette illusion-là dans le film. Puis alors là oui, mais là Renoir est visionnaire.
C'est-à-dire, on imagine bien des spectateurs de ce magnifique film, espérant encore dans l'abolition définitive de la guerre, voyant le film, se disant que, bon, quand même, peut-être que ça ne va pas arriver. Et puis 2 ans après, c'est arrivé. Non, non, il y a une autre illusion. Et l'illusion, elle est dans le dénouement du film. Et elle est magnifique, parce que cette autre illusion nous dit peut-être là, oui, précisément, ce qu'est un peuple. Cette autre illusion, c'est lorsque les prisonniers français se sont évadés, grâce donc à l'intervention de Pierre Freinet. Donc là, il y a eu une unité qui a été produite entre eux, indépendamment de leurs origines, indépendamment des classes sociales, de je ne sais pas quoi. Donc ils se sauvent. Et au dénouement du film, donc, ils fuient l'Allemagne. Alors c'est l'Allemagne de la guerre 14, hein, c'est pas l'Allemagne nazie, là, encore. Elle va arriver, celle-là. D'ailleurs, 1937, elle est déjà là, mais personne ne veut la voir. Mais bon. Donc là, ils se sauvent. Et alors, à la fin du film, ils ne savent pas s'ils ont quitté l'Allemagne. Et en fait, ils l'ont quitté, ils ont passé la frontière, mais ils ne s'en sont pas rendus compte. Et oui, parce que les frontières, on ne les voit pas. Elles sont invisibles, les frontières. Alors, comme on ne les voit pas, des fois, on aimerait bien qu'elles se voient. Alors, on va mettre des barbelés, on va mettre des trucs pour qu'on les voit, ou des murs. Mais la frontière en elle-même, d'abord, ne se voit pas. La frontière, c'est toujours... Et là, on a une thèse dans le film. Là, il y a une vraie thèse. La frontière, tu ne la vois pas. Tu as quitté l'Allemagne, tu crois que tu y es plus. Tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu parce que la frontière est invisible. Et pourquoi elle est invisible? Parce qu'elle n'est pas une réalité naturelle. La frontière n'est pas une réalité naturelle. Moi, je sais bien que nous vivons à l'ère du retour de la nature. Hein, pour de bonnes raisons. Hein. Ça se réchauffe, c'est compliqué, on est d'accord. Mais la nature et la politique, ça ne fait pas bon ménage. Hein. Moi, je vous soumets cet élément de réflexion. Hein. D'abord, dans la nature, il n'y a pas d'égalité. Il y a des rapports de force ou de la hiérarchie. La nature est absolument indifférente aux droits de l'homme. Hein. Ça, alors, on a oublié que dans notre civilisation, on jugeait les animaux dans les tribunaux jusqu'à assez récemment, en fait. Le dernier procès d'animal, de mémoire, hein, c'est 1793. Bon, là, l'animal a perdu le procès, mais enfin, on a pas mal de minutes de procès qui indiquent que des animaux, face à des êtres humains, pouvaient gagner dans un tribunal, hein, gagner des procès. Bon, je ne suis pas en train de dire pour autant que les animaux sont des choses et qu'ils ne méritent pas d'être pris en considération, c'est pas ce que je dis. Mais je dis que ériger la nature comme un modèle politique, vous voyez bien que ça ne va pas de soi. Et tout à l'heure, la culture que j'évoquais comme moyen d'unification des individus qui composent un groupe social, cette nature n'était rien d'autre qu'une seconde nature. On n'a pas choisi sa langue maternelle, on n'a pas choisi la tradition dont on hérite. Si la nature, c'est ce qui s'impose à nous indépendamment de notre volonté, la culture n'est rien d'autre qu'une modalité de la nature. En fait, on joue sur les mots, on peut toujours appeler ça culture, mais vous savez, hein, la purification, hein, qu'elle soit raciale ou ethnique, à l'arrivée, c'est toujours de la purification. Et les victimes qui en pâtissent parce qu'ils n'ont pas la même croyance, la même religion, la même langue, ou parce qu'ils n'ont pas la même couleur de peau, à l'arrivée, ce n'est pas une énorme différence. Hein. C'est toujours une purification qui n'est rien d'autre qu'une violence, hein, qui méprise ce qui fait que l'homme est homme. Donc, le film de Renoir nous invite quand même à réfléchir à ceci, que s'il y a des frontières, elles ne sont pas naturelles. Ça c'était un argument des nationalistes de la fin du 19e, puis même du 20e. Ça a produit des déflagrations politiques dont nous sommes les héritiers. Hein, les guerres de nationalité, c'est de la folie, quoi. Et l'un des arguments nationalistes, c'était la nature, hein, c'est-à-dire non seulement l'unification par l'origine raciale ou par l'origine ethnique, etc., mais aussi il y avait cette idée de frontière naturelle. Hein. Vous voyez, le Rhin, les Pyrénées, les Alpes, l'Atlantique, il y a des frontières naturelles. Il faut que l'homme trouve sa place naturelle dans des frontières naturelles, et tout ce qui ne respecte pas la nature est une violence faite à l'homme, etc., parce que c'est une violence faite à la nature. Donc là, on voit bien que la thèse de Renoir, c'est une thèse qui parle du peuple en des termes qui ne sont pas ceux de la nature. La frontière est invisible. Mais alors, il en parle en quels termes? En réalité, il n'en parle qu'en termes juridiques. La frontière n'est pas une réalité naturelle. C'est une réalité juridique, c'est-à-dire conventionnelle. Donc, si unification il y a, elle ne peut être que conventionnelle. C'est pour ça que je fais ce métier, moi j'adore ça, je ne m'en lasse pas. Conventionnelle, vous avez compris. Il n'y a de peuple que par le moyen d'un contrat. Et là, nous rencontrons l'ouvrage de philosophie politique à partir duquel toute la pensée politique moderne se déploie, le contrat social de Rousseau. Et on comprend par là même pourquoi Kant dira de Rousseau qu'il est le Newton des sciences morales.
voyez, le Newton des sciences morales. On ne peut pas penser la physique moderne sans passer par la physique de Newton. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut être newtonien. Si je suis compétent dans le domaine scientifique et que je découvre la physique quantique de Planck ou la relativité d'Einstein, c'est un peu compliqué de rester newtonien. Bon, mais il faut commencer par l'être. On ne va pas commencer à enseigner la physique à un jeune élève de collège en commençant par la physique quantique. Il faut commencer par le commencement. Et le commencement, c'est la rupture radicale du moment galiléen et évidemment le génie d'un Newton qui produit par une formule simple l'explication de tout ce qu'on voit. Voilà, ça c'est génial, c'est simple. La voie la plus simple. Et il explique tout. Voilà, pourquoi il y a des marées, comment se fait-il que le soleil soit là, etc. Parce que ça s'attire. Oui, d'accord, non mais c'est tout. Voilà, ça explique tout. Pourquoi ma voiture ne décolle pas quand j'appuie, pourquoi l'avion, lui, ça s'attire. Oui, mais ça s'attire, ça se repose. Non, 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 ça s'attire, c'est tout. Il y a une force d'attraction. Oui, mais des fois, quand je mets une balle de tennis au bout d'un élastique que je fais tourner, je sens bien qu'il y a une force qui fait que ça s'éloigne. Non, non, c'est une illusion, ça s'attire. Il n'y a pas de force de centrifuge, une force centripète, c'est tout. Simplement, comme c'est rectiligne, s'il y a un corps, hop, ça attire, donc ça donne l'illusion que ça va, etc. Une phrase, c'est tout. C'est génial. Rousseau, c'est ça. Rousseau est le Newton des sciences morales. Le titre du livre, le contrat social. Voilà, c'est tout. Tout est dit. Contrat social. La société, ça veut dire le contrat par lequel on institue une société. Alors, il faut se rappeler qu'en latin, société se dit societas. Societas, en latin, signifie association. Donc, le contrat social, c'est un pacte d'association. Voilà la thèse. Et tout est dit, d'emblée, dès le titre, contrat social. Il y a eu d'autres qui ont un peu écrit avant des choses, quand même, Locke, Hobbes, etc. Il y en a un, Locke, qui a influencé toute la Constitution américaine, qui est une déclinaison de la philosophie du XVIIIe. Les hommes sont libres et le rôle de la République, c'est de protéger la liberté de chacun, etc. Mais Rousseau, lui, c'est absolument radical. Ça va encore plus loin. Le contrat social, c'est pas traité du gouvernement civil, c'est pas le Léviathan. Dans le titre, tout est dit. Tout est dit. Le contrat social. La frontière, si je la crois réalité naturelle, je suis dans l'illusion. Si je crois que c'est la nature qui unifiera les hommes, je suis dans l'illusion. À moins que je pense que ce qui peut unifier les hommes, c'est la nature de l'homme. Mais alors, si c'est la nature de l'homme, ça veut dire que ce qui unifie les hommes, c'est un contrat qui, précisément, respecte la nature de l'homme. Voilà ce qu'est un peuple. C'est un ensemble de personnes qui s'associent d'une manière telle que cette association protègent leur liberté, c'est-à-dire leur nature. Leur nature. Et je l'ai dit, leur liberté. Alors là, arrêtons-nous un instant là, sur cette thèse-là. Donc, on cherche le moyen de penser l'unification des hommes. On se dit que du côté du corps, la race, tout ça, c'est des bêtises. La culture, c'était mieux. Mais bon, à l'arrivée, c'est des bêtises aussi. Ça ne fait pas une grande différence. On s'en tient toujours à l'idée qu'on appartient à un peuple, à son corps défendant, vous voyez, selon une espèce de nécessité à laquelle on n'échapperait pas. Parce que vous avez compris où on va, si on dit ça. D'abord, tu ne peux pas sortir de là où tu es, mais tu ne peux pas rentrer là où tu n'es pas. Là, on a une conception du peuple qui exclut tous ceux qui n'appartiennent pas au groupe initial. Mais ça, on a dit, c'est une illusion. Donc, ce qui apparaît maintenant, c'est que c'est du côté du contrat, c'est-à-dire du côté de la structure juridique que l'on produit de l'unification. Juridique, pensez pas simplement à une codification ou des choses comme ça. Et puis, un contrat, ne pensez pas non plus à des personnes qui se réuniraient et qui signeraient un document sur un coin de table. Vous voyez, on ne va pas chez le notaire pour constituer un peuple. Vous voyez, on va chez le notaire pour signer un contrat de mariage, ça oui, mais pas pour constituer un peuple. Et pourtant, on constitue un peuple comme on signe un contrat de mariage. C'est un contrat. Simplement, c'est un contrat tacite. Voilà. Même sur le plan juridique, il faut le penser comme ça. Ça existe, sur le plan juridique, des contrats tacites. Un de mes étudiants loue un appartement, il va signer un bail, et le bail peut prévoir qu'il sera reconduit tacitement si personne ne réagit dans les 6 mois, etc. Et le deuxième bail qui court avec la même force juridique que le premier. Et pourtant, on n'a rien signé. Donc, un pacte tacite, c'est ça. Donc, le contrat social, il faut le penser comme une association tacite. On vit ensemble comme si on s'était mis d'accord sur les termes du contrat. Et la question devient, mais quels sont les termes du contrat ? Parce que moi, je veux bien qu'on s'associe pour faire un. Mais moi, je veux bien, franchement. Mais je veux regarder le contrat quand même. Moi, je ne signe pas un contrat, même de manière tacite. Moi, mes maîtres m'ont appris que grandir, c'était passer de la pulsion à la volonté.
Ils m'ont appris qu'un citoyen libre est un peu éclairé et il ne se soumet pas de manière aveugle, ni à un tiers, ni à un juriste d'ailleurs, ni à un contrat. Donc, Alain disait ça à ses élèves, le secret c'est d'obéir, mais en résistant. Il faut regarder avant, tu réfléchis, avant d'obéir, tu regardes un peu. Donc quels sont les termes du contrat qui peut justifier l'unification de personnes d'origines diverses, de fortunes diverses, de forces physiques diverses, ayant des volontés diverses, ayant des goûts divers, etc. Quel est le contrat qui peut produire l'unité? Et là, il faut se dire que le seul contrat qui vaille, évidemment, c'est le contrat qui ne fait pas violence à l'homme. Voilà, le seul contrat qui vaille. C'est un contrat qui n'altère pas ma nature. Voilà. Tout acte que je peux faire au cours de ma vie qui vient altérer ma nature est un acte injuste. Enfin, ça, oui, c'est ça la justice. Respecter sa nature. Si je ne respecte pas ma nature, ce que je fais, c'est injuste. Donc, par exemple, imaginons des individus qui, par contrat, décideraient que l'un d'entre eux serait leur chef. Par exemple. Imaginons que ces individus aient donc une tierce personne qui les domine et qui détienne sur eux un pouvoir absolu. Par hypothèse. D'ailleurs, vous remarquez ici, je ne parle même pas du tyran. Non, mais le tyran, là, on ne va pas raisonner pendant 2 heures pour dire que la tyrannie, c'est mal. Hein. Ça, alors, si un jour je fais une conférence et que je sens qu'il me faut passer plus de 30 secondes pour soutenir que la tyrannie, c'est mal, d'abord, il faut arrêter les conférences, et puis il faut peut-être arrêter, et puis peut-être il faut changer de pays, ou je sais pas, ou il faut faire quelque chose, hein, c'est qu'il y a un problème. Donc que la tyrannie soit condamnable, c'est évident. Non, non, là, je envisage autre chose. C'est un peuple qui, par contrat, donc, c'est pas une pure tyrannie, puisque on ne va pas laisser l'autre s'imposer par la force brutale. C'est pas comme le dragon, là, qui vient s'imposer parce qu'il est trop plus puissant. Non, non. Ici, imaginons un peuple, donc, des personnes qui décideraient ensemble de s'aliéner à un tiers, qui serait donc leur chef. Et qui aurait donc un pouvoir légitime, puisqu'ils ont voulu. Vous savez, c'est comme dans la pièce de Molière. Et s'il me plaît à moi d'être battu. Bon, d'accord, je suis esclave, si j'ai envie. Je fais ce que je veux, tu m'embêtes. Moi, j'ai décidé que c'est lui le patron. Voilà, c'est moi qui décide. J'ai signé le contrat. Donc, le contrat, c'est je te donne le pouvoir. Et en contrepartie, ben, alors justement. Oui, en contrepartie, alors. Justement, un contrat. Non, mais un contrat, c'est un engagement réciproque. Alors, si ce n'est pas un engagement réciproque, ce n'est pas un contrat. Hein, ça s'appelle une escroquerie. Hein. Ça, alors, dans la vie, c'est comme ça. Hein. Vous vendez votre maison, il y a un contrat. Le contrat de vente, c'est un contrat. Hein. Ça veut dire que la maison sera cédée en contrepartie d'une somme sur laquelle on s'est mis d'accord. D'ailleurs, vous savez que juridiquement, il n'y a pas besoin de signer le contrat. Hein. Il y a un contrat chez le notaire. Hein. Si par SMS, le gars il vous dit « Est-ce que tu me vends ta maison ?» Par SMS, vous lui dites « Oui ». Par SMS, il vous dit « Quel prix ?» Vous dites « Tel prix ». Il dit « Je suis d'accord ». Elle est vendue. Non, mais juridiquement, elle est vendue. Hein. C'est fini. Hein. Ah non, mais c'est fini, hein. Il n'y a pas de recul. Hein. Ce juge, il va dire, c'est terminé, c'est vendu. Hein. Il y a accord sur la chose et sur le prix, c'est réglé. Ah bah, nous sommes dans un état de droit. Après, on formalise les choses chez un notaire, mais d'accord. Donc là, c'est ça dont on parle. Donc, là, vous voyez dans ce que je décris, il y a un engagement réciproque. Il y a un accord sur la chose et sur le prix. On voit ce qui circule et on voit contre quoi ce qui circule. Alors, imaginons, dans le domaine politique, des personnes qui décident par contrat d'avoir un chef qui les domine. Bon, ça veut dire que si c'est un contrat, il doit y avoir un engagement réciproque. Et la question devient, mais si moi je te donne ma liberté, bon, moi j'ai décidé de me soumettre à toi. Bon, en contrepartie, tu m'offres quoi? Alors, je vous soumets 2-3 hypothèses que Rousseau envisage, dont je ne me lasse pas. Première hypothèse, bah écoute, tu me donnes ta liberté et en contrepartie, je satisfais tes besoins. Voilà, je m'occupe de toi, je satisfais tes besoins. Dites donc, jusqu'à preuve du contraire, c'est les peuples qui nourrissent les rois, hein, ce n'est pas les rois qui nourrissent les peuples. Hein. Non, mais vous avez déjà vu un peuple qui nourrit son chef? Oui, tous les jours. Vous avez vu un chef qui nourrit son peuple? Jamais. Donc le contrat, c'est je te donne ma liberté, à condition qu'en plus tu me prennes mes biens pour te nourrir. Enfin, je ne sais pas si vous signez le contrat. Moi, je ne signe pas. Hein. Ça, c'est une escroquerie. Hein. Voilà, ce que n'est pas un contrat qui produit de l'unité. Ce n'est jamais un pacte de soumission. Jamais. Alors évidemment, on pourrait envisager quelque chose qui pourrait sembler plus judicieux, ce serait d'échanger sa liberté contre la sécurité. Ah. Je te donne ma liberté et en contrepartie, tu m'assures la sécurité. Oui, mais Rousseau fait remarquer ceci, c'est que quand j'ai renoncé à ma liberté,
Qu'est-ce qui me garantit la sécurité ? Je vous soumets une image. J'ai dit qu'il fallait un peintre. Alors, je vais proposer une image. Elle n'aura pas la beauté de l'image que nous propose Renoir dans La Grande Illusion. Hein. Je n'ai pas le talent de Renoir, mais une image, disons, pédagogique. Imaginons, nous sommes dans une espèce d'état de nature. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'État. Et nous vivrons comme ça, dans des relations qui sont livrées à des rapports purement aléatoires entre nous. Très bien. Et puis, ça ne se passe pas toujours très bien. Je me sens menacé. Je me dis que je vais perdre quelque chose dans un rapport de force. Et donc, je suis tenté de confier ma liberté à quelqu'un qui me dit qu'il va garantir ma sécurité. C'est possible. Donc, celui-là, il est plus fort que les autres, ou en tout cas, il est mieux organisé. Il n'est peut-être pas plus fort, mais enfin, il a sa clique, il a sa petite bande. Il dit, non, mais si tu me donnes ta liberté, moi, je te protégerai. Et donc l'échange, là il y a un échange pour le coup, semble-t-il. Je donne ma liberté et en contrepartie j'obtiens la sécurité. Alors ça, il faudrait se le représenter de manière très, très empirique. Hein. Plus de liberté, ça veut dire que, par exemple, donc une image, il va m'attacher à un arbre de la tête aux pieds. Je suis plus libre. Oui, mais il a promis, il viendra me nourrir tous les jours, il protégera les alentours de tous les intrus possibles, je serai en bonne santé, il s'occupera de moi, c'est sûr. C'est sûr. Oui, oui. Mais une fois que je suis ligoté à l'arbre, qu'est-ce qui prouve qu'il va m'égorger? Autrement dit, quand il n'y a plus de liberté, il n'y a plus de sécurité. Vous voyez, l'alternative liberté-sécurité, c'est un faux problème. Là où il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de sécurité. Donc, un pacte qui est censé produire de l'unité, du type « je te donne ma liberté à condition que tu satisfasses mes besoins » est une escroquerie. Un pacte du type « je te donne ma liberté à condition que tu me garantisses la sécurité » est également une escroquerie. Donc, à l'arrivée, il est évident qu'il ne peut pas y avoir de pacte entre un peuple et son chef. Jamais. Je m'arrête un instant. Ben oui, parce que... Si vous voulez, nous aimons tellement l'idée qu'il puisse y avoir un chef qui serait à son peuple ce qu'un père est à ses enfants. Vous voyez, si le roi est au peuple, dit Rousseau, ce que le père est à ses enfants, alors... Eh oui, d'accord, mais enfin... Et puis un roi, si ce père-là... Un père n'est pas père parce qu'il est le plus fort. Il n'est pas père parce qu'il, je sais pas, il a bien travaillé à l'école, ou parce qu'il est plus malin. Il est père parce qu'il est père, il était là avant, ou il a été reconnu comme père, ou vous voyez, qu'il y a quelque chose qui est une antériorité. Bon, alors ça peut être rassurant, parce que dire, bah justement, lui, il est tellement fort, il est tellement intelligent, c'est normal. C'est lui qui gouverne, c'est lui. Et oui, mais à l'arrivée, on ne produit pas d'unité par ce biais-là. D'ailleurs, si le chef est à son peuple ce que le père est à ses enfants, ça veut dire que le peuple est un ensemble d'enfants. Voilà, nous ne sommes pas des enfants. Ne nous prenez pas pour des enfants. Là aussi, mes maîtres m'ont appris que travailler à cultiver son esprit, c'est travailler à faire de son être l'être d'un citoyen éclairé et libre. Et un citoyen éclairé et libre, ce n'est pas un enfant. Ce n'est pas un enfant. C'est un adulte, maître de son destin. La conséquence qu'il faut en tirer, vous l'avez compris, c'est qu'il n'y a pas d'unification possible de personnes diverses et variées ailleurs que sur la base de la liberté. Parce que l'unification, ça veut dire mettre en avant ce qu'il y a de commun entre une pluralité de personnes. Mais ce qu'il y a de commun entre une pluralité de personnes, ce n'est pas leur origine, ce n'est pas leur couleur de peau, ce n'est pas leur sexe, ce n'est pas la langue qu'ils parlent, ce n'est pas leur croyance. La seule chose qu'ils ont de commun, c'est la capacité qu'ils ont de s'auto-déterminer. C'est la seule chose qu'ils ont de commun. Autrement dit, la seule chose que les hommes ont tous en commun entre eux, c'est la liberté. Donc il n'y a pas de pacte social produisant un peuple en dehors de la liberté. Ce qui signifie qu'il n'y a pas de peuple véritable instituant la liberté en dehors de la République. Et on retrouve la grande illusion de Renoir. Dans la grande illusion de Renoir, la thèse du film est évidemment une thèse éminemment républicaine. Là, c'est un film qui vous dit, regardez de l'autre côté de la frontière, là, il y a un système politique qui se met en place, 1937, hein. Il y a un système politique qui se met en place qui dit la nature, la force brutale, la race, l'antisémitisme, etc. La violence brutale. Ça va se déchaîner. La seule unification possible que nous avons à opposer à ça, ce n'est pas l'unification d'une autre force brutale.
un pur rapport de force fondé lui-même sur la nature. C'est l'unification d'hommes et de femmes libres qui mettent en avant ce qu'ils ont de commun, c'est-à-dire une seule chose, la liberté. Alors, au terme de ces éléments de réflexion, on voit ce que la notion de peuple implique. Parce que si on raisonne comme ça, si un peuple n'est véritablement un peuple que dans la liberté, il n'y a pas de peuple en dehors de la démocratie. Hors de la démocratie, il n'y a qu'une juxtaposition d'individus soumis à un tiers qui les terrorise, qui leur fait peur, qui les manipule, qui les soudoie, qui les amadoue, qui les flatte, etc. Mais il n'y a pas d'unification. Et là, le dragon de Schwartz montre ça de manière absolument magistrale. C'est-à-dire que, pour ceux qui ont vu la pièce, et pour ceux qui la verront, là ça saute aux yeux. C'est-à-dire que à tout moment de la pièce, les individus qui subissent la tyrannie du dragon ne sont que des individus juxtaposés. Il n'y a jamais d'unité. Jamais. Chacun est pris dans ses intérêts, dans la peur, etc. Il n'y a pas d'unité. Et le seul moment où un semblant d'unité apparaît, c'est le moment où tous ensemble annonnent une espèce de slogan commun dans un ballet pathétique où ils répètent quelque chose de purement mécanique. Autrement dit, le seul moment où on produit un semblant d'unité, c'est seulement lorsqu'on est soumis de manière accidentelle à une espèce de contrainte extérieure qui n'est qu'une source d'agrégation. Vous voyez, c'est comme le carreau de marbre que j'évoquais tout à l'heure. Il a l'air de posséder une unité. Là, en l'occurrence, ils sont tous ensemble en train d'adonner les mêmes choses. On a l'impression qu'il y a d'unité. Là, on aura tous en tête les foules que nous avons tous vues par les médias ou par les images qui nous sont livrées, hein, les foules d'esprits clonés qui ont perdu tout esprit de résistance, que ce soit les foules fascistes, nazies, maoïstes, staliniennes, etc. On a tout ça en tête, hein, ces foules qui défilent. C'est étonnant d'ailleurs parce qu'on est un peu obsédé par le clonage des corps, ça nous fait très peur, mais là, le clonage des esprits, lui, il a existé. Hein. Ça, historiquement, il s'est déjà incarné. Hein. Et ça, les humains sont capables de le faire de manière absolument dévastatrice. Mais ça ne produit pas d'unité. Et d'ailleurs, ce qui est frappant, c'est à quel point les tyrans qui savent bien, parce que le tyran, il le sait, qu'il ne produit pas d'unité, il le sait, hein, parce que de toute façon, lui, au point où il en est, il ne peut plus reculer. Il arrive à un point de non-retour. Vous voyez, je t'ai un peu tyrannisé, j'ai massacré, etc. Puis après, on ne dit pas, pousse, j'arrête de jouer. Non, mais finalement, non, on va se mettre d'accord. C'est très compliqué. Hein. Donc ça veut dire que si je recule, je suis renversé et je meurs. Hein. Ou alors, il faut que je m'organise, il va falloir que je trouve, je sais pas, un moyen de m'échapper. Mais m'échapper pour combien de temps? Pour toujours, c'est pas sûr. Hein. C'est pas sûr. Hein. Là, le tyran, lui, est dans un pur rapport de force et il sait qu'il n'y a pas d'unité. Et donc, comme il le sait, il produit sans cesse un semblant d'unité, d'où les foules, nous t'aimons, nous t'adorons, le culte de la personnalité, enfin, tout ce qui pourrait produire un semblant d'unité. Mais dès qu'il disparaît, immédiatement après lui, son empire s'écroule et s'effondre comme un chêne en un tas de cendres après que le feu l'ait consumé. Là, je cite Rousseau. C'est-à-dire que l'unité n'était qu'une unité d'apparence. Lorsque le tyran disparaît, ce qui apparaît, c'est la désunion, le désaccord et la violence d'individus livrés à leur passion. On a 1000 exemples historiques comme ça. Vous voyez, qu'une armée, même l'armée d'une puissance démocratique, vienne envahir le territoire d'une tyrannie et abattre le tyran, immédiatement, ce qui va surgir, c'est la division. C'est pas la démocratie qui va s'installer comme ça. Parce qu'en réalité, il n'y avait pas d'unité avant, il n'y aura pas d'unité après. L'unification, ça se construit. Et ça se construit, comme on l'a dit, par un contrat, au moins tacite. Et ça se construit par un contrat sur la base d'un accord. Et d'un accord sur une chose, la liberté. Et ce n'est pas gagné. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de peuple digne de ce nom hors de la démocratie, mais il n'y a pas de démocratie possible sans éducation. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de république sans école, et il n'y a pas d'école digne de ce nom sans république. La République le sait. Pour faire progresser l'idée de liberté, il faut cultiver les âmes. Parce que la liberté, ça se cultive. Ça se cultive. Rappelez-vous, les hommes naissent et demeurent libres, égaux en droit. Naissent et demeurent. Naissent, bon, les hommes naissent libres, mais ça, oui. Enfin, si la déclaration avait dit ça, ils naissent libres, et puis après ils deviennent esclaves, bon, bah, ils sont nés ceci, ils sont devenus cela. Non, ils naissent et demeurent. Autrement dit, la Grande Déclaration dit qu'il y a en l'homme quelque chose qui demeure, c'est-à-dire qui se maintient dans le changement, quelque chose qui ne change pas, quelque chose qui est au-delà de l'apparence et qui demeure toujours le même. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux. Égaux, ça veut dire également libres. Tout homme doit être considéré également comme une liberté.
Hein, tout être humain, tout homme ou toute femme, doit être considéré comme étant également une liberté. Mais une liberté qui demeure. Autrement dit, la liberté est ce qui définit l'homme. Vous voyez, un triangle, il a 3 côtés. Bon, il peut être rouge, il peut être vert, il peut être bleu, il peut être équilatéral, isocèle, il y a toujours 3 côtés. Ça demeure. Et bien, ce qui demeure en l'homme, c'est la liberté. C'est une thèse. Hein. C'est la liberté. Quoi d'autre? Or, la liberté étant ce qui demeure, ça veut dire qu'il y a en l'homme quelque chose qui ne change pas. Mais en l'homme, tout change. Ses coutumes, ses traditions, ses langues, son corps, tout change. Donc ça veut dire qu'il y a en l'homme quelque chose qui n'est pas physique, qui n'est pas biologique, qui n'est pas culturel, quelque chose qui est métaphysique. Il n'y a pas de peuple sans liberté, et il n'y a pas de pensée de la liberté sans une pensée de l'homme qui considère l'homme comme un animal, qui n'est pas un animal parmi les animaux, mais qui est un animal métaphysique. Donc je conclurai sur ce point-là. Pour qu'il y ait un peuple, on le voit, il faut de l'unification, il faut de la liberté. Ça n'est pas possible en dehors de la démocratie. Or, puisque la démocratie républicaine met en avant la liberté qui est commune à tous les hommes, ça signifie qu'un peuple républicain est toujours en même temps un peuple ouvert au grand vent, ouvert à l'humanité. Parce que la Déclaration des droits de l'homme et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est-à-dire de l'homme, la République par nature est cosmopolitique. Elle est ouverte à toute l'humanité. Et je vous remercie de votre attention. D'abord, la première question, pourquoi faire un? C'est vrai, c'est une question. On pourrait dire après tout, renonçons à l'idée même de peuple. C'est pour ça que j'ai évoqué cette possibilité-là. Si j'aborde les choses de manière marxiste, pour dire les choses simplement, je dis il n'y a pas d'unité, ça n'existe pas, c'est une illusion. Il y a des classes antagonistes, donc vouloir faire un, c'est servir les intérêts des plus puissants. Donc la seule unité possible, c'est une unité de classe. Bon, c'est une théorie qui est connue, hein, qui est bon. Mais il y a peut-être... donc, cette possibilité, on l'a envisagée. Mais il y a peut-être, si on raisonne à la manière d'un auteur comme Rousseau, quand il écrit le contrat social, c'est que il faut prendre les hommes comme ils sont et les lois telles qu'elles peuvent être. Vous voyez, le philosophe, il n'est pas en train d'essayer de penser la cité idéale, ce serait bien, tous les hommes étant bons, bah, ils se prendraient par la main, ils produiraient... Non, non, non. Il faut prendre les hommes tels qu'ils sont. Et ce que dit Rousseau, c'est que nous sommes, dans la vie sociale, toujours placés sous le regard de l'autre. Et que placés sous le regard de l'autre, toujours, nous nous séparons d'avec nous-mêmes. Il y a ce que je suis et il y a ce que je parais. Et dans la société, ce qui compte, c'est le paraître. Vous savez, Pascal dit ça, la raison a beau crier, l'imagination met le prix aux choses. Hein. Moi, quand je vais voir un médecin, je ne sais pas s'il a le diplôme, mais je veux qu'il ait au moins l'air de l'être. Voilà. Donc on veut bien se donner des gouvernants. On sait bien qu'ils ne gouvernent pas par devoir, mais qu'ils fassent au moins semblant, qu'ils ne nous disent pas « j'ai envie de ». Qu'ils nous fassent au moins semblant de nous dire « j'ai le devoir de ». C'est bien que ce ne sera pas vrai. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que vous voyez bien, si l'humanité est comme elle est, c'est-à-dire animée de passion, l'humanité, c'est la violence toujours possible. C'est la violence toujours possible, d'où le problème de l'unification. L'unification, c'est la paix. Simplement, ce que nous disons là, c'est que la paix véritable, hors de la liberté, c'est une illusion. Donc, si vous voulez, la position que je vous ai soumise à l'instant, c'est la synthèse entre ce que vous dites. Parce que ce que vous dites, finalement, pourquoi faire un? C'est une exigence de liberté. Après tout, pourquoi je me soumettrais et pourquoi je serais là plutôt qu'ailleurs? Non, non, ici, si vous pensez la liberté comme ce qu'il y a de commun à l'homme, l'unification produit quelque chose qui vaut d'abord pour tous les hommes et qui vaut pour tous les temps. Vous voyez, un peuple, ce n'est pas un contrat à durée déterminée. Voilà. Un peuple, c'est une institution. Ce qui précisément définit l'institution, c'est le fait que c'est une production humaine, mais qui est faite pour durer. C'est la raison pour laquelle, dans l'école de la République, le premier maître s'appelait, jusqu'à il y a peu de temps, mais on l'appelle encore comme ça, un instituteur. Son métier, c'est d'instituer, c'est-à-dire de faire surgir les prémices de la liberté, comme un soleil qui s'est levé, qui ne se couchera plus jamais. C'est ça l'idée. Mais bon, on est d'accord, c'est un idéal. C'est un idéal, on sait bien que dans les faits, les choses sont beaucoup plus compliquées, et on sait bien que l'association idéale que j'évoquais à l'instant restera toujours un idéal. Simplement, vous voyez, on peut dire c'est un idéal, on laisse tomber. Mais si vous êtes dans une barque, je suis dans une barque là en train de ramer dans une mer déchaînée la nuit, et qu'il y a un phare devant moi, le phare ne m'indique pas que je vais arriver sur la côte, mais il me donne une direction. Celui qui dit je ne veux pas des idéaux, il éteint le phare. Voilà la différence. Donc on va ramer dans tous les sens. Voilà. Donc c'est ça qu'on essaie de penser. Un peuple, c'est l'unification des forces et des volontés des êtres composant une société sur une seule base qui est la liberté. Mais c'est un idéal.
Les hommes ne sont dans les faits que des êtres de passion et de pulsion. Raison pour laquelle ce qui règne dans l'histoire du monde, c'est le chaos, le désordre, la violence et un niveau de violence. Enfin, parce que nous, on est dans l'œil du cyclone, hein, ça va, c'est à peu près paisible pour l'instant. Hein. Enfin, ceux qui sont dans le cyclone, ils savent très bien que quand ça se déchaîne, c'est sans limite, quoi. Donc l'homme, c'est ça. On est d'accord, c'est ça. Et du coup, la disparition du tyran ne produit pas une unité, pas du tout. Chacun est son petit dragon. Ça, on est bien ça. Et d'ailleurs, dans la pièce, ce qui est génial, c'est que le tyran a 3 têtes. Hein. C'est-à-dire que non seulement il n'y a pas d'unité à la base, parce qu'il n'y a qu'une foule d'individus qui ne sont eux-mêmes que des tyrans potentiels, mais le tyran lui-même n'a pas d'unité. Il est 3. Et d'ailleurs, la mise en scène est vraiment extraordinaire pour ça, parce qu'elle met en scène, il est 3, mais 1, mais 3, il n'y a pas d'unité. C'est un monde sans unité. Bon. Alors, ensuite, vous en déduisez, alors c'est intéressant, l'idée que, bon, il faut peut-être produire de l'unité, mais peut-être faut-il aussi chercher du côté de la singularité ce qui permettrait de mettre en avant l'universel. Pourquoi pas? Mais justement, si on met en avant la liberté, c'est-à-dire ce qui est en deçà de tout ce qui relève du petit dragon qui est en chacun de nous, c'est pour ça que j'évoquais quelque chose qui est métaphysique. Parce que le petit dragon, lui, il n'est pas métaphysique. Lui, il est empirique. Hein. Lui, on en fait l'expérience tous les jours. Hein. Enfin, tous les jours, à un niveau supportable dans les sociétés que nous connaissons, et à un niveau insupportable lorsque la tyrannie règne en maîtresse, ou lorsque la guerre civile se déchaîne, et qu'alors chacun s'oppose à chacun. Donc, si on met en avant ce qu'il y a d'universel en l'homme, il ne s'agit pas pour autant de nier ce qui fait la singularité de chacun. Au contraire, d'ailleurs, regardez bien, si vous pensez l'unification, comme je l'évoquais à l'instant, à partir de l'idée d'unité, il faut avoir en tête un modèle qui est celui de l'intégration. Et il faut prendre le terme vraiment, et Rousseau le prend comme ça, hein, au sens mathématique du terme, le calcul intégral. Bon, rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un cours de maths, mais je vais vous donner une image, là encore. Allez, on fait le peintre. Regardez, je prends une pomme, je la coupe en deux, j'ai 2 demi-pommes. Je prends une demi-pomme, je la coupe en deux, j'ai 2 quarts de pomme. Je prends un quart de pomme, je le coupe en deux, j'ai 2 huitièmes de pomme. Imaginons par hypothèse que je poursuive la série à l'infini. J'obtiendrai une demi-pomme, plus un quart de pomme, plus un huitième de pomme, plus, etc. à l'infini. Est-ce que j'aurai 2 morceaux de pommes identiques? Non. Ils seraient tous différents les uns des autres. Il y aurait autant d'individualité qu'il y a de morceaux de pommes. Pourtant, en ramassant tous les morceaux, j'obtiens 1. Autrement dit, la somme d'une infinité de grandeurs toutes différentes, mais infiniment petites, ne donne pas une grandeur infinie lorsque c'est la série que je viens d'évoquer à l'instant. C'est une métaphore, hein. Appliquez ça au monde politique. L'unification, ce n'est pas la somme des volontés particulières arbitraires, parce que ça donne une grandeur infinie. Et l'unification, ce n'est pas la négation de la singularité de chacun. C'est l'intégration de ce qui est propre à chacun dans ce qu'il y a de commun. C'est l'intégration. Vous voyez, là, on évite. Parce que regardez bien le débat politique. Il y a celui qui vous dit « faut exclure », puis il y a celui qui vous dit « faut assimiler ». Eh bien, le philosophe, là, vous dit « il faut intégrer ». L'intégration, ça n'est ni l'exclusion, ni l'assimilation. C'est à la fois la production d'une unité et le maintien dans l'unité de ce qui fait la diversité de chacun en fonction de ses origines, de son histoire, de ses attachements singuliers, etc. Simplement, c'est dire, quand on dit ça, que toutes les singularités ne se valent pas. Parce que la singularité du tyran, elle ne vaut pas celle des autres, parce que lui aussi revendique sa singularité. Le tyran revendique d'être lui-même. C'est ça un tyran. Je suis moi-même. Moi, j'ose être moi-même. Et vous, est-ce que vous osez l'être? Parce que moi, je l'ose. Moi, j'ose tout, d'ailleurs. Audiard disait, hein, les cons, ça se reconnaît à ceux-ci qu'ils osent tout. Bon. Mais le tyran, lui, il ose tout par la violence brutale. Donc la République, elle dit autre chose. On peut produire de l'unité dans la diversité, ou plutôt on peut intégrer les singularités dans quelque chose de commun, à condition d'avoir en tête ce qu'il y a d'universel en l'homme. Et l'universel, ce n'est pas une négation de la singularité. Hein. Confondons pas l'universel et le général. Hein. Le général, on peut parler une même langue par accident, ça fait un truc général. Hein. L'universel, c'est ce qui vaut en droit. Hein. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, pas en fait. Hein. En fait, non. Il y a des maîtres, des esclaves, des puissants, des faibles, etc. Donc, ici, c'est un beau modèle de peuple qui travaille à l'intégration. Voilà, c'est pour ça que ma conclusion portait sur une vision cosmopolite, vous voyez, cosmopolitique. C'est-à-dire que la République, elle est à la fois singulière dans un lieu conventionnel, mais en même temps, elle est porteuse d'universalité, c'est-à-dire qu'elle est ouverte à l'humanité tout entière. Raison pour laquelle elle cultive l'universel dans ses écoles, par sa politique culturelle,
par tout ce qui fait que l'esprit peut découvrir ce qu'il y a en lui d'universel. Mais c'est une thèse, et surtout c'est un idéal. Alors je vous propose rapidement de remplacer le mot liberté par deux choses. Première chose, par nature. Si je considère un être humain quel qu'il soit, il ne naît pas pour être maître ou esclave. Personne ne naît pour être maître, personne ne naît pour être esclave. Ce qui veut dire que la servitude n'est pas inscrite dans la nature de l'homme. En ce sens-là, c'est la liberté qui dit en ce sens-là. Alors maintenant, personne ne naît pour être maître ou esclave. Mais si on produit de l'unité, comment on fait pour se soumettre tous à une loi commune sans pour autant se soumettre à un tiers tout-puissant? Par exemple, si on raisonne comme ça, il est évident que la démocratie ne sera évidemment pas la loi du plus grand nombre. Parce que la loi du plus grand nombre n'est rien d'autre que une modalité de la loi du plus fort. Il faut toujours se méfier de ça. Hein. J'ai raison parce que je suis majoritaire. Ça, il faut se méfier. Hein. La démocratie, c'est pas ça. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple. C'est pas le pouvoir de la majorité. Raison pour laquelle la République invente une constitution qui garantit les droits de la minorité. Sinon, c'est le pur rapport de force. Donc, comment on fait, une fois qu'on a dit ça, pour que chacun, en obéissant à la loi, en réalité, n'obéisse qu'à lui-même? Et là, vous avez un idéal, là aussi, de liberté, mais non plus de liberté comme le fait de n'être pas par nature maître ou esclave, mais de la liberté comme obéissance à la loi que l'on se donne à soi-même. C'est ça, un citoyen. C'est celui qui, participant à l'exercice de la souveraineté dans la cité, participe à la loi, de sorte qu'en rentrant chez lui, quand il redevient homme, ou chez elle, quand il redevient homme, il se trouve soumis à une règle à laquelle il a lui-même participé. Et l'idéal de la démocratie républicaine, c'est ça, c'est l'idéal d'individus, d'hommes et de femmes libres, c'est-à-dire autonomes. Vous voyez, il faut prendre le terme au sens étymologique. Auto, soi-même, nomos, la loi. Autonomie, je me donne ma loi. Donc, très bonne question. Remplaçons le terme. Par quoi remplacer le terme liberté? Si je pense la nature de l'homme, il faut remplacer le terme liberté par absence de servitude. Et si je pense la liberté de l'homme dans le peuple républicain, il faut que je pense la liberté comme autonomie. Mais tout ça, encore, est un idéal. Ça suppose une participation active de tous les citoyens à l'élaboration de la loi.